Mesdames, Messieurs, toute l'équipe de Zouk TV, bonsoir. Auditrices et auditeurs, nous vous remercions d'écouter pour comprendre. Aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir recevoir M. Max Orville, député européen. Et nous l'avons chopé au vol. Merci. De temps en temps, il passe ici. Et le pourquoi, vous allez savoir pourquoi. M. Max Orville, bonjour. Bonjour, Monsieur Grabin. Bonjour et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Un député européen. Nous savons que tous nos parlementaires, députés, sénatrices, et puis sénateurs, ils prennent l'avion destination Paris, 75. Et le député européen, il couvre quoi? Alors le député européen, il vit la plupart de son temps à Bruxelles ou à Strasbourg. Et en ce qui me concerne, député ultramarin, ma circonscription, ce sont toutes les régions ultra-périphériques françaises, autrement dit en langage très clair, tous les outre-mer, c'est-à-dire Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, mais également même la Polynésie. Les 5 continents, alors. Voilà. Bon, pour l'instant, je suis focalisé sur les 4 territoires principaux, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et vous êtes aussi dans une commission africaine? Alors, je suis dans plusieurs commissions. Je suis membre titulaire de la commission emploi. Forcément, on aura sûrement beaucoup de choses à dire sur l'emploi dans l'outre-mer. Je suis membre de la commission environnement comme suppléant, mais titulaire dans la commission santé, analyse de la crise Covid. Et je suis également premier vice-président de la délégation ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique. Je vous en dirai plus tout à l'heure si vous le souhaitez. Et depuis janvier, j'ai une autre commission comme titulaire, révision des traités, c'est-à-dire la commission des affaires constitutionnelles européennes. Afrique, Caraïbes et Afrique. Caraïbes, Pacifique. Mais Afrique francophone ou toute l'Afrique? Toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Donc c'est un vaste chantier. C'est un très vaste chantier parce que aujourd'hui, soyons clairs, il n'a échappé à personne que l'Union européenne et la France sont controversées en Afrique, plutôt l'Afrique francophone, le Mali, le Burkina Faso et d'autres pays aussi. Et nous avons comme concurrents l'Union européenne, la Russie, et avec le groupe Wagner notamment, et la Chine. Donc ces 2 puissances pourtant sont inférieures à l'Europe en ce qui concerne l'aide apportée à l'Afrique. L'Union européenne a lancé un grand plan qui s'appelle en anglais Global Gateway, c'est-à-dire 300 millions d'euros pour refaire la route de la soie, et c'est-à-dire aider les pays africains, les pays caribéens, parce qu'on est partenaires. Hein. Je vous parlerai aussi de ma rencontre avec les responsables de la Dominique, notre voisine, et le Pacifique. Donc mon objectif là-dedans, c'est d'essayer de calmer les tensions et retrouver un lien fiable et loyal avec l'Union africaine qui serait donnant-donnant. Et tout à l'heure, je vous dirai un petit peu les différentes initiatives que j'ai prises avec les dignitaires africains. Alors, nous concernant, on connaît l'Europe depuis Voici le Loup. Mal. Non, on le connaît depuis Voici le Loup. Voilà, oui, depuis 1992. Et depuis Voici le Loup, on s'est dit, ça y est. Le loup est là. Non, pas le loup. C'est que cette affaire est et sera torpillée. Et les faits sont là. Nous font la démonstration que c'est effectivement torpillé. Alors, c'est pas le fait du loup que ça serait torpillé. C'est depuis la période où Voici le Loup. Oui. C'est parti de Rivière-Pilote et nous connaissons la mentalité de ceux qui ont eu en premier lieu à gérer cet élément-là. Et on voit le résultat. Non seulement on voit le résultat, aujourd'hui, ils sont parvenus à faire ce que nous appelons des cadres naphtaline. Des personnes qu'on a mis en placard.
Alors nous profitons pour saluer quelques-uns que nous connaissons, pour leur dire bon rétablissement, parce qu'il y a quelques-uns qui ont explosé mentalement, qui sont régulièrement chez les médecins, qui n'en reviennent pas. Ça pour planter le décor. Nous constatons une chose, c'est que les fonds européens ne sont pas, on ne peut même pas dire mal utilisés, ne sont pratiquement pas utilisés ici. Alors, il faut pondérer le propos en reconnaissant une chose. Et on va faire un petit peu acte de pédagogie. Je te remercie pour avoir expliqué que depuis la chanson de Voici le loup de Dieu des Ormeaux, l'Europe est vilipendée, l'Europe est mise de côté. Or, l'Europe, en Martinique, tout fonds confondu et toute aide confondue, on est près de 1 milliard sur 7 ans. C'est 100 millions d'euros par an, parce que les programmes sont des programmes pour 7 ans. Il faut savoir également que les outre-mer français, je préfère dire ça plutôt que le mot région ultra-périphérique, ça représente 3% de la population française. Et pourtant, l'Union européenne, via la France, accorde aux territoires d'outre-mer 20% des dotations européennes, nationales. 20%. Ceci donc déjà pour dire qu'il y a une aide exceptionnelle compte tenu de la géographie, de l'éloignement, de l'isolement, des coûts spécificités et des contraintes. Donc, cette aide, ce qu'on appelle les fonds européens en Martinique, c'est le POSEI, c'est-à-dire l'alternative de la PAC, c'est-à-dire de la politique agricole commune. Oui. POSEI, c'est donc la question de l'agriculture. Le FSE, qu'on appelle Fonds social européen, plus qui concerne surtout les questions de l'emploi. Vous avez le FEADER, c'est-à-dire le Fonds d'aide au développement régional. Vous avez l'Interreg, le Fonds Interreg, enfin le programme Interreg qui concerne la coopération régionale et quelques autres. Ces fonds sont gérés par la CTM, comme partout en France, c'est-à-dire les conseils régionaux. Ce sont des fonds qui ont été transférés, pour la plupart, complètement à l'autorité de gestion, à part le FSE+, qui est géré en partie par la région, enfin la CTM, et par la préfecture, l'État. FSE+. FSE+, c'est ça. Cela signifie ? Fonds social européen. Le plus, c'est pour la nouvelle période. Bon. Donc, pour être complètement clair, si la dotation de la Martinique équivaut presque à 1 milliard, les fonds ne sont pas consommés à 100%, c'est-à-dire ne sont pas utilisés à 100%. J'ai donné plusieurs exemples qui sont les chiffres de la Commission européenne à jour concernant le Fonds social européen. Eh bien, hier encore, mes équipes m'ont informé que sur les 70 millions d'euros, seuls 23 millions avaient été consommés, c'est-à-dire certifiés par la CTM, c'est-à-dire donnant droit à un remboursement pour des actions concrètes. Alors, que les gens comprennent bien, il y a ce qu'on appelle, et bien souvent, la CTM parle de fonds programmés. Ou peut programmer toute bagaille. Le TCSP a été programmé, il n'est pas fini. Voilà, tout peut être programmé, mais consommer, c'est ce qui a été réalisé, ce qui a été fait. Alors, il y a des raisons multiples à la non-utilisation des fonds. Mais je souhaiterais que nos téléspectateurs sachent que cet argent qui est disponible n'est pas obligatoire. Il n'est pas donné sans contrepartie d'utilisation. Donc, si l'argent n'est disponible, n'est pas utilisé, à la fin du 31 décembre 2023, eh bien, l'Europe considère qu'il n'a pas été utilisé, il ne reste plus disponible, il est dans ce qu'on appelle
juridiquement une voie de dégagement. Dégagement. C'est-à-dire, hop, on retire. La somme n'a pas été utilisée, la somme est perdue. Bien. Il y a une raison à ça, si ça n'a pas été utilisé. Si ça n'a pas été utilisé, il y a plusieurs types de raisons. Alors, il y a les raisons, je dirais, liées à la qualité des fonds, c'est-à-dire ce que j'appelle Bruxelles, les exigences de Bruxelles. Les exigences de Bruxelles, c'est l'argent public des 27 pays de l'Union européenne. Donc, tu comprends bien que lorsqu'on utilise ton argent, tu veux savoir comment il va être utilisé, à qui, pourquoi faire, les résultats escomptés, et en même temps, tu as donc des procédures. C'est ce qu'on appelle l'instruction du dossier. Quand tu fais une demande, tu fais un projet. Ça s'appelle un appel à projet. Quand tu fais cet appel à projet, tu as plusieurs contraintes. Donc il y a des contraintes administratives. L'une des premières contraintes, c'est notre tissu économique. Il est composé de toutes micro et petites entreprises. Et pour obtenir des fonds européens, il faut faire l'avance de ce qu'on appelle un préfinancement, c'est-à-dire à peu près des 20% ou des 15% selon les fonds à mettre. Ce n'est jamais à 100% ou très peu. Donc, il faut trouver des banques en capacité de dire « Monsieur Grabin, je vous fais confiance, je vous suis ». Et il faut donc la preuve que ça sera le cas. Alors, c'est une démarche qui est longue, fastidieuse, qui peut même être décourageante pour certains, c'est-à-dire que, on préfère renoncer. Mais il faut observer une chose, concernant la Martinique, il y a une obésité, une grosse obésité de procédurale. Oui. L'Europe, par exemple, demande 10 feuilles de papier, la Martinique te demande 30 feuilles de papier. Ah, ça, nous suivons ça de très près, nous avons des retours, et ça, c'est excessif. Alors, il y a, concernant les procédures administratives, je l'ai dénoncé auprès de la Commission. Et dans le nouveau programme, il y a au moins une centaine de simplifications administratives qui sont en cours, et qui devraient améliorer cette partie-là. Néanmoins, il demeure toujours les difficultés que je viens de dénoncer, la capacité à pouvoir préfinancer le dossier. Et là, je fais un travail parce que les banques privées renoncent. Les autorités de gestion ne sont pas considérées comme fiables. C'est-à-dire, en Guadeloupe, par exemple, ce qui est bien, c'est que je vais donc parler un petit peu de tous les territoires et des difficultés qu'on peut rencontrer. En Guadeloupe, et comme nous sommes écoutés en Guadeloupe, en Guyane et ailleurs, en Afrique. En Guadeloupe, les responsables, les chefs d'entreprise guadeloupéens me disent, mais nous sommes confrontés au fait que la garantie du Conseil régional de la Guadeloupe ne vaut rien pour les banques. Donc, j'ai sollicité l'unité RUP de la Commission européenne, qui m'a alerté sur le fait qu'il y avait, dans certaines régions dites de l'Hexagone, des registres de bonnes pratiques. Et donc, on pouvait se rapprocher des banques publiques. Ici, aux Antilles, l'AFD, Agence française du développement, est toujours aussi un peu frileuse à accompagner un certain. Donc c'est la raison pour laquelle je vais les inviter et les rencontrer, l'AFD, la Caisse de consignation et des dépôts, la Banque des territoires, pour leur expliquer que, comme je l'ai dit à la Commission européenne, si vous nous passez des fonds, c'est pour qu'on se développe, c'est pas pour que les fonds restent chez eux. Donc il faut nous aider. Donc, je vais essayer de m'atteler à faire comprendre aux banques que c'est aussi leur intérêt de travailler. Alors, bien évidemment, je comprends qu'une banque n'a pas envie de faire faillite ou de prendre des risques, mais elles ont un devoir, à mon avis, d'accompagner le porteur. D'autant que le Martiniquais, même si c'est 10 fois 10 sous, il finit par solder sa dette. Oui, tout à fait. C'est l'une des rares populations au niveau européen à agir comme ça. Je confirme. Donc, on a ces difficultés-là. Donc, l'Europe, c'est lent. C'est une grosse machine, c'est déjà une chose. C'est un gros diesel. Maintenant, tu es un porteur de projet.
l'autorité de gestion doit t'accompagner tout au long de ta démarche pour avoir la validation et l'obtention des fonds européens sollicités, mais même un petit peu après, c'est-à-dire pour les factures, puisqu'il faut produire des factures. Et c'est là que le bas blesse. Ça, je veux dire, ça, c'est pour la partie locale. C'est déjà compliqué, mais il faut véritablement une ingénierie locale pour accompagner, parce que je sais, tout comme toi, qu'il y a des porteurs de projets qui se tournent vers des consultants lobbyistes, spécialistes de montage des dossiers, et bien évidemment, c'est pas gratuit. Il faut payer. Donc, tu vois un petit peu, tu dois préfinancer ton projet européen et tu dois payer pour un montage européen. Alors que si tu es bien accompagné par des vrais spécialistes, se trouvant à la CTM, tu n'aurais pas ça à faire. Parce qu'on prend des dossiers. Quand je parle d'ingénierie, je veux dire en quantité et en compétences. Puisque de toute façon, l'Europe est très exigeante sur plein de choses. Donc, l'intervention du député européen que je suis fait que j'ai obtenu, et ça a été validé la semaine dernière, que la commission, l'unité RUP de la Commission européenne, va envoyer des consultants gratuitement en Martinique et sur tout l'outre-mer pour accompagner et former les porteurs de projets. C'est-à-dire que vous serez 10, 15, etc. Vous solliciterez la Commission européenne pour dire, bon, ça, si vous êtes un réseau de chefs d'entreprise, voilà, on a besoin d'obtenir le fonds de relance européen parce que nous avons eu des difficultés face au Covid. Nous avons besoin de faire de projets dans le cadre du FSE+. Bon, comment je vais faire ? Eh bien, Bruxelles répondra en dépêchant des formateurs habilités à vous dire comment faire. Et ils le feront également pour mieux former les cadres de la CTM, tous ceux qui traitent la question des fonds européens. C'est-à-dire donc la formation se fera à 2 niveaux. Un sur les porteurs de projets, avant qu'ils ne décident du projet, et 2 ou 1, tu le fais dans l'ordre ou dans le désordre, c'est un couplet gagnant. C'est l'idée que, eh bien, on va réactualiser les connaissances des personnes qui traitent de ces dossiers. Je reconnais qu'il y a une complexité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir ceux qui sont en face, qui aujourd'hui se disent grands chefs et qui sont dans l'incapacité de faire avancer les dossiers, est-ce qu'ils ne risquent pas de faire un caca nerveux dans l'affaire ? Qui perdrait dans cette histoire ? La Martinique. Alors, je ne me situe pas au niveau des personnes, mais au niveau des enjeux. Au niveau député européen, bien souvent on me dit « Ah oui, mais vous étiez peut-être un opposant. » C'est pas ça le problème. Député européen, je dois aider toute l'outre-mer et toutes les collectivités, quelque bord que ce soit. Mais j'ai un devoir aussi de vérité. Si je dis aujourd'hui « tout va bien », je suis un menteur et je manque à ma mission. Là, aujourd'hui, je dis, tu sais que j'étais un enseignant, le diagnostic est fait, tel élève a besoin d'une remédiation. Peut mieux faire. Eh bien, voilà, peut mieux faire. Eh bien, donc, tout le monde comprend ça. Peut mieux faire, on va te donner des cours, on va t'aider. Et puis, il y a ceux qui ont besoin, alors, on a dit, il y a les fonds européens, qui sont donc gérés par, en l'occurrence, en Martinique, la CTM. Mais l'Europe, c'est aussi d'autres programmes européens qui ne dépendent pas de l'autorité de gestion, mais pour lesquels l'autorité de gestion a un devoir, ou du moins une éthique morale, d'informer la population des possibilités que propose l'Union européenne. Je te l'ai dit, près de 1 milliard de fonds européens sur la période des 7 ans, mais également des tas de millions sur les programmes européens qui intéressent les régions ultrapériphériques. 2 exemples. Il y a 2 semaines,
l'Union européenne a lancé un nouveau programme qui s'appelle la fuite des cerveaux. Préserver nos talents. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne, dans un classement, la Guadeloupe et Martinique, au fond de la classe, parce que nous avons une baisse démographique conséquente, qui oblige nos jeunes à partir et qui ne reviennent pas parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas de ceci. Parce que leur dossier n'avance pas. Et que leur dossier n'avance pas. Donc l'idée, c'est de dire non, ces cerveaux, ces talents doivent être valorisés. Et à ce titre, donc, il n'y a pas de somme pour ce programme parce qu'il est rattaché à tous les programmes européens existants, que ce soit dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'interconnectivité, etc. Et ça, c'est une chance. Mais si ou pas savent, on ne peut pas postuler. Si vous êtes DSS, je peux passer, vous m'appelez. L'autre programme européen, c'est un programme qui est sorti en novembre 2022, qui s'appelait Horizon Créative, ou Créative Europe. Ouais. Et dedans, il y avait un programme très jeune qui s'appelait Culture Moves Europe. Là, c'était un programme qui s'adressait aux artistes de l'Union européenne. 7000 artistes, dont des RUP, pouvaient être sollicités. Ce programme consistait en quoi ? J'ai pris hier l'exemple de l'aïeul, mais ça peut être dans le terme de la musique, du tambour, de toutes nos... Couscop, si vous voulez, tout ce que tu veux. Et donc, ça donnait la possibilité à l'artiste, au plasticien, au peintre, aux musiciens, etc., et Dieu sait que nous avons des musiciens ou même des trucs, de pouvoir avoir un voyage payé par l'Union européenne et vivre une expérience professionnelle inédite dans un autre pays de l'Union entre 7 jours et 60 jours payés. Donc aller se confronter et pouvoir en tirer les enseignements nécessaires. Pour ma part, je considère que c'est une chance. Ce programme, il expire malheureusement là en février. Oui, mais c'est pour la première fois que j'entends ça. Oui, mais personne n'a entendu parler de cette affaire. Voilà. Et donc, c'est en ce sens que je dis c'est une perte de chance et que l'autorité de gestion aurait dû, sur son site, communiquer, comme le fait La Réunion, comme le fait d'autres territoires. C'est-à-dire... Comme ils l'ont fait pour le drapeau, on aurait pu lancer on aurait pu faire quelque chose. Mais je ne veux pas croire qu'une institution européenne qui aide la Martinique. On peut dire je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, je n'aime pas cela. Ok, mais quelqu'un qui te tend la main, qui te dit voilà les possibilités que je t'offre en termes de développement, ça me paraît quand même un petit peu fort de café. Un troisième programme qui est fondamental pour les parents et pour les grands-parents, c'est le programme Erasmus+, c'est-à-dire un programme pour l'éducation et la formation des jeunes. Sais-tu que tu connais Erasmus, c'est-à-dire que ce sont des échanges entre jeunes, tu peux venir dans tel pays, apprendre l'anglais, l'espagnol, etc. Bon, ça c'est le truc connu. Mais ce que tu connais moins, c'est le Erasmus+, pour les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que tu es un jeune entrepreneur, tu as envie de lancer ton activité professionnelle dans un pays de l'Union. Tu te décides, allez, je quitte papa, maman et je veux aller voir un peu ce qui se passe. Et ce programme peut te permettre d'avoir des fonds allant jusqu'à 100 000 €. Qui en parle ? Personne. Ça, ce sont des exemples très concrets. Aujourd'hui, Erasmus+, c'est un budget doté de 26 milliards ou 26 millions d'euros. Sais-tu qu'en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, ces fonds sont très peu utilisés. Ça représente 170 jeunes, ce qui est notoirement, mais d'une insuffisance extrême. C'est la raison pour laquelle, depuis mon mandat, je suis revenu à plusieurs reprises dans les lycées, Journée européenne de la jeunesse, pour leur dire un petit peu les orientations, les choix, parce que vous avez la possibilité de poursuivre vos études dentaires au Portugal, en Roumanie, comment faire, ça se prépare. Et pour tous les parents qui ont leur enfant qui est au baccalauréat, qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine, qui veulent faire médecine, mais c'est trop cher avec le numerus clausus en France, mais qui peuvent aller en Roumanie, comment je fais ? Il y a un certain nombre d'informations. Donc, on voit bien que l'information sur les fonds européens
est capital. Et que, contrairement à ce qu'on pense, l'Europe, ce ne sont pas que des infrastructures. Tu as parlé du TCSP. Le TCSP, c'est une avancée, mais nous savons aussi qu'on aurait pu mieux faire. Mais il faut un olivier là. Bon. Donc, il y a des choses comme ça. Alors, certes, l'Union européenne, c'est le lycée Schellcher, c'est le TCSP, c'est quelques petits chantiers d'insertion pour des volumes très faibles. Mais c'est pas à toi que je vais le dire. La Réunion a fait une œuvre d'art, qui s'appelle la Route des Tamarins, qui a coûté plus d'1 milliard. C'était au temps de Vergès, c'était un communiste. Eh bien, il a bénéficié des fonds européens. Ça a coûté plus d'1 milliard. Il n'a pas dit ma parole là en l'eau. Bon, donc, je veux dire par là qu'il y a des opportunités. Je parle de l'eau, qui est ton domaine de compétence. Aujourd'hui, si on ne demande pas, on est sûr de ne rien obtenir. Alors, sur cette question-là, nous interpellons très fortement le président de la CTM. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Il y a des personnes qui sont là, ils sont soudés en chaise à dans le bureau depuis des années. Sur quelle que soit l'alternance, quelle que soit la présidence, ces mêmes personnes sont présentes. On n'a jamais vu avancer l'eau. Donc si on continue à conserver ces personnes en lieu et place de ces postes, l'eau n'avancera pas comme ça doit se faire. Et nous remercions le président de nous avoir écoutés pour avoir déplacé les personnes qui se trouvaient dans la récupération de puits. C'était un véritable scandale. Merci Serge, si vous avez fait. Donc faites aussi pour de l'eau. Nous avons ces gens-là. Autrement, on va planter la Martinique sur la question de l'eau. Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Non, mais en revanche, je le suis de très près. En revanche, ce que je veux dire, et qu'on comprenne bien, mon objectif comme député européen, c'est d'aider puissamment les Outre-mer. On a besoin de beaucoup d'argent pour l'eau. On a besoin d'argent. Nous ne sommes pas des couillons. Nous avons des talents. Nous pouvons faire des grandes choses et nous pouvons nous développer. Je voudrais dire, j'ai été aux Canaries en novembre dernier, à Tenerife. Les Canaries, c'est un petit caillou. C'est un petit caillou volcanique. C'est plus petit que la Martinique. Les Canaries, c'est 2 aéroports internationaux. Un au nord, un au sud. Des liaisons vers l'Europe, des liaisons vers l'Afrique via le Maroc, des liaisons via les Açores et Madère, c'est-à-dire Portugal. C'est une autoroute 2 fois 3 voies, facile d'accès. C'est la fibre Internet partout. C'est un système de santé performant. C'est une sécurité. Il n'y a pas d'insécurité. Je me suis promené à 23h dans les Ramblas, ce qu'on appelle les promenades comme avant chez nous, Baudelamais. Et non, là, on n'était pas près de la mer, mais le seul combat que j'ai vu à 23h30, c'était un chien qui se battait avec un autre. Et 2 dames qui essayaient de les arrêter. Mais ce que je veux dire... On ne va pas y aller les pièces. Non, mais est-ce qu'il est possible de le faire? Et nous ne sommes pas plus idiots. Le problème de l'eau est un problème, je veux le dire, qui se retrouve aussi à Madère, qui se retrouve aussi dans... C'est toujours les mêmes choses. Alors, c'est des gestions... Quand il y a trop D'identité trop de personnes, de décideurs, bon, je n'ai pas forcément pour unité unique, etc., mais si le principe, c'est l'intérêt général, à ce moment-là, on n'a pas de problème. Si c'est l'intérêt des uns et des autres, on a un souci. Quoi qu'il en soit, encore une fois, moi, je travaille avec le président de la CTM en bonne harmonie. Je respecte, et j'ai pour lui le respect qu'on doit, que tout citoyen martiniquais doit à sa fonction. Néanmoins, je n'ai pas la même sensibilité, ça n'a échappé à personne. Je peux reconnaître ses succès. Nous avons travaillé ensemble sur la conférence des RUP en novembre en bonne intelligence et les choses se sont parfaitement passées. Aujourd'hui, j'alerte sur l'utilisation des fonds européens. Moi, je souhaite que la Martinique dépense mieux et bien. Je ne veux pas me retrouver en situation, comme tu l'as dit, de dégagement. Parce que pour le coup, ça fait vraiment dégagement. Voilà. Alors, justement, à propos de dégagement, il y a une chose qu'il faut qu'on dégage très fortement,
c'est la santé mentale de Martinique. Il y a un volet sur ça. Quand je dis dégager, nettoyer ce secteur. Alors, si on prend la question de la santé mentale, non pas de manière humoristique, hein, mais bon, je veux croire que, encore une fois, là, c'est une compétence partagée avec l'État. Je pense à l'ARS. Et en même temps, je pense à un fléau que nous avons et qu'on ne peut ignorer et qui accable notre jeunesse, c'est la toxicomanie. Nous sommes en reprise de la toxicomanie avec le cannabis. Il y avait eu le crack, il y a toujours le crack, et il y a le cannabis. Aujourd'hui, c'est un frein très clair à l'emploi pour notre jeunesse. Ou pas qu'à y embaucher en toxicomane. Encore que. Le problème, c'est que, toujours l'enseignant que je suis, comment je l'en sors ? Comment je l'en sors ? Et aujourd'hui, il n'y a pas d'unité thérapeutique. L'ARS n'a pas d'unité thérapeutique pour soigner les personnes qui sont tombées, malheureusement, ou qui subissent ce fléau, qui détruit les familles, parce que lorsqu'il y a un toxicomane dans une famille, la famille est out. Ah ouais. Chaos technique. Et tu le sais, tu l'as vu, moi aussi, en tant qu'ancien président de l'ATRE, même des gens de haut niveau, hein, c'est pas la peine de croire que ça ne concerne que les trucs, ça concerne tout le monde. Non, c'est tout le monde. Donc, il y a un travail que je suis en train de faire, et en ce moment, je traite 2 sujets qui vont être, à mon avis, si le Parlement valide mes 2 propositions en faveur des Outre-mer, ça pourrait changer, je dirais, la face de la Martinique. La toxicomanie, je l'ai fait mettre dans un rapport comme frein à l'emploi pour nos jeunes. Ce qui veut dire que si le Parlement ratifie cela, cela m'amènera à demander aux autorités nationales et à l'ARS de réinstaller un pôle psychiatrie et de soins des maladies mentales. Je propose à Clarac, puisque c'est là qu'il y a déjà un truc, mais rééquipé pour mettre une unité de 25 lits, pour qu'il soit soigné. Parce qu'aujourd'hui, le vrai scandale, c'est d'entendre qu'un toxicomane, quand il est en crise, il y a quand même un mango vulsin, quand il y a un petit bagaille pour calmer, et puis repartez. C'est pas ça le soin. Donc, et deuxièmement, si on y arrive, eh bien, on va faciliter la réinsertion de ces jeunes, les remettre sur le marché de l'emploi. À cet égard, à partir de septembre, je lance une opération inédite pour 20 jeunes, 10 qui sont en train de finir leurs études ou qui ont une activité salariée, et 10 qui sont justement sans travail, insertion, etc. Et ils iront à la rencontre de 20 jeunes, pareils, de Lituanie, de Bulgarie, de Roumanie, d'Italie, d'Espagne, peut-être même de Portugal, sur des thématiques, la jeunesse, le travail, la démocratie, les femmes, etc. Et ce seront des échanges pour échanger sur le plan culturel et notamment permettre à celui qui n'a peut-être pas trouvé de travail ici de pouvoir se sentir bien là-bas et d'engager Erasmus+, etc. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, eh bien, je t'en donne l'exclusivité parce que tu es le premier à qui je dis ça. C'est pas encore fait. C'est un combat de longue haleine, mais la commission m'avait donné un a priori favorable. Je milite pour que tous les Outre-mer, toutes les régions ultra-périphériques, françaises, portugaises et espagnoles, ça fait 9. Vous voyez, je ne travaille pas que pour la Martinique et que pour ma chapelle, mais les problèmes se retrouvent dans tous les Outre-mer. Développement économique catastrophique, chômage explosif, un petit peu partout. Je propose de faire des zones franches sociales, c'est-à-dire exonération des charges patronales pour les entreprises et des charges salariales pour les employés. Cela veut dire, en clair, les entreprises n'auront plus de charges patronales et de charges salariales à payer. Dès lors qu'on embauche. Attends, c'est la deuxième partie. Il y a une contrepartie. Ah oui. Et la deuxième, c'est que salaire brut devient salaire net. Donc augmentation du pouvoir d'achat. La contrepartie, c'est l'embauche. Et le maintien du même niveau d'emploi en Martinique. Les entreprises seront donc condamnées à embaucher
massivement, puisqu'on leur a fait quand même une aide d'État fiscale méga, et de formation. J'insiste, formation et embauche pérenne, durable. C'est pas des CDD. Et il y aura une obligation pour les sans-emploi à aller travailler. Donc fini le reste sans activité. Oui. RSA. Grosse diminution de cette part-là, parce qu'après tout, il y en a qui préfèrent être le reste sans activité, comme tu le dis joliment, plutôt que d'aller travailler. C'est pas ta culture, c'est pas la mienne, on n'a pas été élevé comme ça, c'est ce que j'ai dit, je suis désolé. Hein. Bon, on n'est pas dans l'oisiveté permanente, c'est pas vrai. Le travail, c'est la dignité de l'homme. Et la santé. Et oui. Donc, santé mentale aussi. Oui. Donc, si cette proposition que je fais au niveau de l'Europe est validée, c'est-à-dire votée par le Parlement d'ici juin, et que l'Europe donc est ouverte là-dessus, j'irai voir après l'État français en demandant, pour faire repartir l'économie, pour faire repartir l'emploi et la consommation, eh bien, de pouvoir mettre ça en place. Ne nous y trompons pas. Les Canaries dont je parle étaient zone franche avant d'être intégrées à l'Europe. Madère l'est. Donc, ils savent. Le seul risque, et je le dis, c'est que des investisseurs étrangers s'installent, par exemple, dans une des zones chez nous, et leur siège social, mais n'aient jamais embauché quiconque. Ça, non. Les garde-fous qui seront mis, c'est que l'entreprise, siège social ou pas, devra prouver qu'elle a domicilié, mais surtout le nombre d'employés et de salariés. C'est pas, on n'est pas un paradis fiscal. C'est pas ça l'objectif. Donc, je pense que cette mesure, si je parviens à la faire adopter, au jour d'aujourd'hui, après bien des compromis avec tous les partis politiques, le premier vote en commission emploi, ce sera lundi, mardi. Après, nous irons en plénière devant toute l'Assemblée et j'espère être très fier de pouvoir te l'annoncer en direct la prochaine fois que ça sera. Ça, c'est mon job de député pour tout l'outre-mer, pour développer. C'est encore un travail européen. Il y aura un comité de surveillance. Ça, on verra après, parce que pour l'Europe... Alors, dis-toi bien que ce que je viens de dire, c'est pour les RUP portugaises, espagnoles, françaises. Après, si l'Union européenne l'adopte, ça devient un règlement, une directive. C'est-à-dire que si en France, c'est validé, après, je passe la main à mes collègues députés nationaux pour mettre tous les ajouts et les amendements sur le plan national, parce que sur le plan portugais et espagnol, c'est autrement. Mais la directive, comme tu sais, elle est supranationale, elle s'applique. Donc ça, c'est une proposition que le député Orville fait, et je suis derrière pour avancer là-dessus. Mais si on fait ça, on laisse une marque claire, définitive pour l'Europe, pour les Outre-mer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape de mon travail, je m'excuse d'être un petit peu technique, mais je veux que tous les gens sachent. Lors de la conférence des régions ultrapériphériques françaises les 14 et 15 novembre 2022, qui s'est passée à Bruxelles, à la demande de Serge Letchimy, nous l'avons organisée au Parlement, et tous les territoires d'outre-mer et toutes les RUP portugaises et espagnoles ont acté une chose. L'article 349 du traité européen de Lisbonne, qui dit « L'Union européenne doit tenir compte de nos spécificités ». C'est ce qu'il dit, cet article. Mais il ne dit ni dans quel domaine, ni dans son champ d'application. Ce qui fait que, depuis que je suis arrivé au Parlement, il y a des résolutions qui sont prises, et des directives prises par la Commission européenne, ou du moins des propositions de la Commission européenne, qui ne nous conviennent pas. C'est ce que j'appelle l'inadaptation des normes. Je dis toujours, poisson fumé en Guyane, qui se fait avec du bois de hêtre de Scandinavie, alors qu'il y a l'Amazonie à côté.
nous avons ici des problèmes spécifiques en termes de transport, en termes d'énergie, en termes d'environnement, en termes d'eau, etc., que nous devons promouvoir et pour lesquels les directives européennes sont inapplicables. Je pense également à la pêche. Bon. Donc, mon idée, ça a été de dire à l'issue de cette conférence, je vais inviter fin mars, début avril, en fonction de l'actualité nationale, l'ensemble des députés d'outre-mer français et des parlementaires, c'est-à-dire députés et sénateurs, bien sûr. J'y ajoute les présidents d'associations des maires et les présidents des collectivités sur un séminaire qui s'appelle Objectif Méthode. Messieurs, mettons-nous d'accord. Comme c'est l'Europe qui fait les directives que vous devez de toute façon mettre en œuvre, nous allons essayer de faire un objectif méthode. Dites-moi cet article, dans quel domaine de vos territoires, et après en ayant un consensus, dans quel domaine vous souhaitez qu'on bénéficie de nos spécificités et qu'on échappe à la loi européenne et donc à la loi nationale qui nous serait défavorable. Donc l'invitation va partir la semaine prochaine. Je n'hésiterai pas à revenir vers toi, s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, s'il y a là, s'il n'y a pas là. Mais en tout cas, on aura tenté. Une fois qu'on aura fait cette méthode et qu'on aura défini les champs d'application possibles, les eurodéputés ultramarins, nous pourrons porter cette résolution au Parlement, la faire voter et solliciter que la Commission européenne mette un ajout. Et c'est aussi pour cette raison que dans la commission Affaires constitutionnelles où je suis, je porterai ça après avoir entendu. Donc, toutes ces démarches, c'est aussi pour améliorer le niveau de vie de nos concitoyens directs. Bon, c'est pas direct, c'est pas Max Orwell qui fait ça, mais les dispositions vont faire que, par exemple, dans la question des transports que tu connais, ou dans la question de l'eau, eh bien, nous allons avoir un regard pragmatique plutôt qu'un regard étatique européen, peut-être inadapté. Je pense à la question de l'eau. On a des exigences. Tu l'as dit, je t'ai souvent entendu dire, la chlordécone c'est une chose, mais le cocktail de pesticides en est une autre beaucoup plus réelle. Et voici, au regard des analyses que j'ai pu fournir, montrer que non, il faut revoir notre... le protocole. Le protocole et puis le maître étalon. Le Parlement travaille en ce moment sur un rapport, puisque je l'ai vu passer dans la commission environnement, sur les eaux souterraines et les eaux de surface. La pollution des eaux souterraines et des eaux de surface qui peuvent aller dans des endroits nocifs et avec un devoir d'alerte lorsqu'on voit ça pour prévenir le voisin qu'on a ça. Donc, et avec des sanctions européennes de haut niveau avec une extrême fermeté. Donc, tout cela, ça rentre dans ton champ et ça permet de se dire que, ma foi, nous devons regarder chez nous ce qui se passe et ne pas être à la remorque des autres, mais d'une manière très claire. Et pour que l'Europe dise, bon, ben, ce domaine, c'est vous. Et en matière environnementale, nous avons l'élévation du niveau de la mer qui pose un gros problème, qui va poser un gros problème. Et là encore, il y a des fonds énormes à avoir. À solliciter. Donc c'est maintenant qu'il faut lancer l'affaire. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore vu la trace d'une feuille d'étude sur ce sujet en Martinique. Alors, je parle au niveau de la Martinique. À l'international, c'est fait, mais pas en Martinique. En Martinique, bon, il y avait quand même les journées répliques. Lorsqu'il y a un tsunami, des choses comme ça. Non, mais je te rejoins en tout cas que c'est insuffisant, ça demande à être construit, ça demande à être pensé. Je me souviens qu'il y a 2 ans, on avait pensé, toi et moi, lorsqu'on combattait ensemble dans une élection politique, pour dire qu'il fallait que les communes du littoral soient protégées. Il y avait soit des digues, soit toutes sortes de choses. Bon, on voit l'aéroport du Lamentin, on voit le Carbet quand il y a un bon cyclone, etc. On voit un petit peu partout ailleurs. Et il ne faudrait pas que nos infrastructures soient bloquées par ces tsunamis éventuels, qui ne sont pas une menace imaginaire. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Nous sommes à côté de volcans sous-marins, pas très loin. Et on a des cyclones, on a tout ça. Donc. Alors, à cet égard,
tout à l'heure, je te disais que j'ai reçu, dès mon arrivée au Parlement, et revu là, la secrétaire d'État aux affaires étrangères de la Dominique, qui est venue solliciter du CARIFORUM, de la délégation ACP et de l'Union européenne des fonds. Pourquoi ? Et ça peut nous arriver, hein. La Dominique est ravagée, sinistrée à 100% à chaque cyclone. Pour une raison simple, elle est bien souvent, elle est sur le chemin et en ligne droite. Et quand on voit les photos, c'est assez terrifiant. Terrifiant parce que le budget de la Dominique, c'est 512 millions d'euros. La reconstruction de la Dominique aujourd'hui est estimée à 1,250 milliard. Donc chaque année, la Dominique recommence à se construire et 6 mois après, recyclone. C'est-à-dire que c'est vraiment... bon. Et ils veulent se transformer en île résiliente. Donc il leur faut des matériaux plus solides et ils ont un potentiel, c'est des rivières. Il y en a 360, etc. C'est comme l'année. Bon, mais c'est comme l'année. Et ils ont un gros projet de géothermie qui pourrait servir dans un cadre partenarial pour alimenter la Martinique et la Guadeloupe. La géothermie, c'est une énergie alternative en plus propre. Donc il y a des fonds. Pour nous, il faut aussi se dire qu'il faut qu'on dépende moins des énergies fossiles. C'est la question de la bagasse, de la biomasse primaire, qui maintenant l'Europe supporte pas trop. Donc il faut qu'on soit imaginatif, fuite des talents, il faut penser autrement. Et ça, je te laisse le soin, tu es dans le domaine environnemental, mais le développement durable, la transition écologique et énergétique sont au cœur des préoccupations de l'Europe. Et je crois que, de même qu'il y a maintenant on est de moins en moins fuel, énergie fossile, au Parlement on tourne avec 100% électrique, voire hydrogène. Voir ici comment on peut adapter, on a le solaire, on a plein de sources alternatives, et je crois que la Martinique gagnerait, comme tu le dis, à être un pôle d'excellence écologique. Un pôle d'excellence écologique, et que j'ai milité, je n'ai pas réussi à le faire mettre sur le rapport. Bon, l'Europe a été l'été dernier ravagée par la sécheresse, par les aléas climatiques, mais je disais, nous, les régions ultra-périphériques, on n'est pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri, mais par exemple, pour ceux qui nous connaissons, c'est-à-dire les cyclones, nous avons une vraie expertise maintenant. Hein. Quand on annonce un cyclone, les gens savent quoi faire, même le tissonson. Donc, il faut que nous soyons excellents. Et je crois profondément que nous sommes les meilleurs. Maintenant, il faut de l'audace et de la vérité. Non seulement dans de la compétence, on regarde nos jeunes, là, de plus en plus, il y a de l'espoir, mais en aucun moment, on doit être un frein pour leur dire, bon, ben, attends, ras le pompon, on va dégager un parti. Et c'est ça qui arrive nous là. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a intérêt à se préoccuper de la santé. Il faut se préoccuper de la santé. De la santé physique de l'île, c'est ce qu'il faut. Il faut de toute façon revoir tout le réseau routier pour pouvoir desservir certains points. Dans le cadre d'un plan, comme tu dis, de prévention, de réaménagement. Et contre les risques tsunamiques et sismiques. Oui. C'est une nécessité. Tu as parlé de la santé. J'en profite pour dire que le vaccin pour le chikungunya est là. Et j'ai reçu des laboratoires qui l'ont fait. Et je leur disais, vous l'avez fait pourquoi ? Parce que tout simplement, tout le sud de l'Europe... Ils sont touchés. Et c'est touché, donc maintenant, ça devient un marché porteur. Mais la dengue, le Zika, pas encore, pour les mêmes raisons qu'on a dit. Mais rien ne nous empêche de réfléchir. J'ai vu que le président Letchimy, tu vois, je salue cette initiative. Je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout. Il avait parlé de nos plantes médicinales, il a parlé de phytothérapie, il a parlé de... Mais ça, il faut des labos. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de dire fais ça comme tu as fait avant. Il faut maintenant des labos installés, labellisés, qui recherchent et qui font. Bon, c'est ça.
pour ne pas se trouver. J'ai eu le même débat à Marrakech avec une dame, un professeur kényan, qui a dit lors de la crise Covid, on a été pris par l'urgence, donc on a dû faire autre chose. Mais maintenant, l'Afrique commence à penser, bon, comment on va travailler sur ces virus-là. Donc, on voit que les Cubains ont développé aussi une certaine expertise dans différents domaines. Mais nous ne sommes pas idiots. Nous avons les moyens, nous avons un cyclotron, nous avons des moyens de prévention. Utilisons l'Europe pour avoir le matériel d'investissement pour nous protéger ou faire quelque chose. Et je te rejoins complètement. L'Europe, c'est bien sûr les infrastructures. Il faut les rendre maintenant adaptées aux risques sismiques, sismologiques et en même temps tsunamiques. En dehors de ça, nous entendons beaucoup de personnes dire du mal de l'Europe. Et nous disons aux gens, il faut faire très attention. Pas quitter le monde maintenant la messe sans souliers. Pas quitter le monde. Parce que quand on voit, quand on entend, que j'entends, quand j'ai eu dernier temps, j'étais complètement amusé. Si ben, quoi que c'est un passeport. Il m'a tient en l'œil, Communauté européenne, République française. Quand on voit à propos d'Afrique, dans beaucoup de pays, on brandit simplement ce document. C'est passé. Alors, la question que je pose, et j'ai toujours voulu comprendre, regardez, quand on mettait toute carte modèle temps pour monter au sorti toute bagaille, l'objet visa, c'est pas ni 36 mandats. Est-ce que, et puis, drapeau noir, nous pouvons faire bail là? Je vais penser de ça. Moi, bon, c'est frappé au coin du bon sens ce que tu dis. Alors, je voudrais dire que, aujourd'hui, analysons les choses. Il est certain que dans notre période où nous avons un développement économique difficile, au moment où nous avons un chômage des jeunes, au moment où nous avons une fuite des cerveaux, au moment où nous avons une fuite des talents, au moment où notre pays vieillit, au moment où les médecins s'en vont et que de plus en plus nous avons des difficultés, il est certain que la question du drapeau est un élément fort. Je crois que je suis profondément martiniquais, tout comme toi. Je ne me sens pas pénalisé par le fait d'être européen. Je prends le bon, je reste européen, je reste français, je reste profondément martiniquais et je suis né pourtant en Afrique. Je n'ai pas de problème existentiel. Bon, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses que fait la France. J'ai mon ADN, hein, mon cas danser qu'on antillais, mon cas fait petits affaires moins, mais je veux dire que il est certain que l'urgence là me paraît pas être forcément au drapeau, mais bon, si ceux qui veulent avoir le drapeau, ils aient le drapeau, ça ne me gêne pas. Je suis pas gêné par ça. Je dis simplement, voilà les enjeux. Mais travaillons sur le développement du pays. Voilà. En tout cas, avant de conclure, un fait certain, nous constatons une chose. Tout le monde dans les bichus américains, mais personne ne parle américain. Paul Baïda, Paul là. Bien sûr. Et en conclusion, ce serait quoi là aujourd'hui? Moi, ma conclusion, c'est envie de dire, j'ai tenté aujourd'hui de vous montrer deux choses. Lorsque qui, en Martinique, à qui on dirait, je vous donne près d'1 milliard d'euros pour vous développer, pour être bien, pour devenir autonome chez vous, être bien dans votre tête, bien dans votre corps, qui refuserait d'utiliser cet argent? Et en quoi cet argent? Et en plus, l'Europe tient compte de votre identité, de votre diversité. Il n'est pas question de se noyer dans l'universel européen. Il ne faut pas croire que la petite maltaise va ressembler au grec, va ressembler à l'italien, va ressembler... Chacun reste. Mais nous sommes dans une communauté de destin et l'objectif étant de permettre à nos régions d'être plus belles, mieux encore, et mieux vivre et mieux être. En tout cas, merci de nous avoir fait écouter tout ce développement pour comprendre ce que c'est que l'Europe chez nous. Il y a, je pense, bientôt les élections. C'est dans un an. Dans un an. Et puis que les gens s'intéressent à ce qui se fait au niveau de l'Europe, parce que la marchande de pistaches, qui a un projet pour améliorer sa fabrication de pistaches, elle peut déposer un dossier.
On peut lui monter le dossier, on peut faire ce qu'il y a pour ça. Elle doit rester attentive à tout ce que l'Europe peut proposer pour elle. Et pour cela, il faut que tout le monde se mette en marche pour pouvoir savoir un petit peu à qui s'adresser. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Du moins pas suffisamment. Et raisonner Martinique. Merci encore et à très bientôt. Thank you.